Mercredi 17 mars 2021, mesdames et messieurs, bonjour, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour le monde. Et notre nation aujourd'hui va rendre un hommage mérité à l'un de ses fils qui l'a quitté il y a exactement 7 jours, une semaine aujourd'hui. Ce sera un programme qui vous sera diffusé sur nos antennes juste après celui que vous allez vivre en notre compagnie, qui est jonché de plusieurs articulations que l'on déroulera avec vous, bien évidemment. Nous vous remercions d'être en notre compagnie encore et de nous confier vos matins. Bonjour à vous, Thierry. Bonjour, Alix. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et oui, ce sera un mercredi pas comme les autres. Et nous ne serons pas en reste, car dans cette émission, nous allons vous plonger dans cet hommage avec des éléments que nous allons vous proposer. Donc, série d'hommages aux deux femmes. Premier ministre de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Ahmed Bakayoko. À côté bien de ces hommages, c'est un programme aussi que vous allez avoir. Nous allons évoquer nos sujets habituels. On parlera coaching pour commencer et ensuite on parlera aussi famille dans cette émission, Alix. Tout à fait. Et on aura bien évidemment les notes d'information distillées par Régis Kofi et celles papier par Renaud Kobia. Sans oublier que vous savez qu'à l'entame de chaque émission, nous faisons un tour du côté de l'atmosphère et voir comment elle se comporte. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les régions de la bande centrale, du sud forestier et du littoral observeront un temps nuageux à localement très nuageux avec possibilité de pluie. Au sud-ouest, on pourrait s'attendre à des foyers orageux en début de période et dans le nord du pays, le temps sera nuageux en début de matinée puis progressivement le soleil s'imposera sur la région. Notons la présence de vents relativement secs, notamment au nord-ouest. Côté température, nous pourrons observer 24 degrés à Bengourou, 25 à Abidjan, 23 degrés à Diaké à Bondoukou, 23 à Boaké, 22 degrés à Bouna à Bundiali, 23 degrés à Deloa, 24 à Dimbokro, 24 à Gagnoa, 23 à Guiglo, 24 degrés à Korogo, 21 à Mont, 22 degrés à Odiéné, 24 à San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Soubré, 23 à Tabou, 24 à Tiasalé, 23 à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, l'ouest, le sud-ouest et le sud-est seront marqués par de larges éclaircies qui profiteront au soleil avec possibilité d'évolution orageuse avec averses de pluie en milieu ou en fin de période. L'est et le centre observeront des passages nuageux parfois denses avec risque d'averses de pluie et au nord, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux avec la présence des vents secs et poussiéreux qui réduiront la visibilité au nord-ouest. Côté variable, nous pourrons observer 35 degrés à Bengourou, 32 à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 37 à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 36 à Bouna et Bundiali, 36 degrés à Deloa, 36 à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa et à Guiglo, 37 degrés à Korogo, 34 à Mont, 37 degrés à Odiéné, 32 à San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Soubré, 32 à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 35 à Touba et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à toutes et à tous. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est aujourd'hui que la nation rend hommage à l'illustre disparu au palais présidentiel. Le programme complet des obsèques a été retouché. Abou Sanogo nous le livre.
Le programme actualisé des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, se présente comme suit. Mercredi 17 mars 2021, de 9h à 12h, hommage de la nation, lieu Palais présidentiel. 16h, hommage du RHDP, des partis politiques et des associations, suivi d'animations artistiques. Lieu, Stade Alassane Ouattara de Bempi. Jeudi 18 mars 2021, de 10h à 13h, levée du corps à Ivo Sepp suivi du transfert à Séguéla. Vendredi 19 mars 2021, de 12h30 à 13h30, prière suivie de la levée du corps à la grande mosquée de Séguéla. 14h30, inhumation dans la stricte intimité familiale. Dimanche 21 mars 2021, de 9h à 12h, cérémonie du 7e jour au stade d'Abobo. Notez bien, le présent programme remplace le précédent. Fait à Abidjan le mardi 16 mars 2021, le directeur général du protocole d'État, Hippolyte Yeboué. Les actions du Premier ministre en faveur des populations défavorisées ne sont pas passées inaperçues. Tous lui rendent hommage. Les populations du village Abata, dans la commune de Bégerville, saluent la mémoire d'un des leurs, puisqu'Ahmed Bakayoko était membre de la génération Dougbo Agban, Didier Nguessan. La danse guerrière à Tchon pour honorer un congénère, Ahmed Bakayoko. L'illustre disparu appartenait à la génération Dougbo Agban d'Abata Village depuis le début des années 2000. Cet hommage est un devoir mémoriel et les témoignages sont à la hauteur de la libéralité dont faisait preuve le Premier ministre. Il était un homme vraiment soucieux de l'état des femmes parce que Ahmed Bakayoko voulait que la femme africaine, la femme ivoirienne sorte de la pauvreté. Mais comment? À travers son fonds Mayama, un fonds qu'il a mis à la disposition des femmes pour pouvoir entreprendre. C'est un modèle pour nous, un modèle pour la jeunesse parce qu'il a tracé les signaux de la réussite de la jeunesse. Il a fait comprendre à la jeunesse que ce pays-là doit appartenir à la jeunesse demain. Cet héritage-là, nous allons le garder précieusement. Après s'être recueilli devant le portrait mortuaire, le chef du village, Yacinto Djomo, et sa suite ont donné de la voix dans la plus tradition à Tchon, de même que le député maire de Bégerville. C'était quelqu'un qui parlait avec passion du village d'Abata. C'est un fils véritable qui part. Et le cœur est meurtri. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est petit par rapport à ce qu'il représente pour nous. Et voilà le sens, voilà nos pleurs, voilà nos craintes. Mais le reste appartient à Dieu. C'est lui qui a donné, c'est lui qui reprend. La Côte d'Ivoire paie, un homme d'État, un homme de mission, un homme de devoir. Et aujourd'hui, Abata ne peut pas rester en marge parce qu'Abata aussi perd son fils. Et grâce à Ahmed Bakayoko, ce village est en train de sortir de sa léthargie. Il était important pour nous aussi de venir apporter notre pierre à la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. À l'homme de culture qu'était le Premier ministre, ces artistes ont écrit et porté en mélodie des chansons en sa mémoire. C'est à Séguéla, sur sa terre natale, qu'il effectuera son dernier voyage avant l'inhumation du Premier ministre. La ville fait sa toilette. La grande mosquée, le stade Losséni Soumaoro, les différentes voies qui constituent le trajet funèbre, l'éclairage public connaissent des travaux de réhabilitation. Soro Corona. Les alentours et l'intérieur du stade Losséni Soumaoro de Séguéla connaissent des travaux. C'est ce site qui va abriter la veillée des prières religieuses du jeudi, l'hommage et la présentation des condoléances des différentes régions le vendredi. La grande mosquée de Séguéla est investie par les jeunes pour son toilettage. Les peintres sont à l'œuvre pour lui donner une fière allure. Des bâtiments administratifs et privés reçoivent aussi des coups de peinture. L'éclairage public est passé au peigne fin. L'héliport connaît aussi des travaux. Bref, Séguéla fait son toilettage pour recevoir la dépouille mortelle de son illustre fils et les délégations nationales et internationales. Le préfet des régions visite ces différents sites pour voir le taux d'exécution des travaux engagés. L'aéroport, évidemment, qui va servir à l'accueil du chef de l'État, et la dépouille aussi. Il y a le site de la mosquée, la grande mosquée. La prière mortuaire va se faire. Au stade Losséni Soumaoro, où nous nous trouvons ce matin, va abriter la cérémonie d'hommage des populations de l'ensemble du pays. On a constaté au terme de cette visite de terrain que les travaux avancent très bien. Je dirais même que les travaux sont à plus de 80% de taux de réalisation, notamment en ce qui concerne l'aéroport.
C'était notre grosse inquiétude parce que là-bas déjà il y avait des travaux même en temps normal. Donc naturellement on était très préoccupés par ce site. Au niveau de l'éclairage public, il y a une équipe de CIE qui est là, qui est sur le terrain, que nous avons rencontré tout à l'heure. Les différentes populations vivant à Séguéla sont appelées à s'impliquer activement dans l'organisation des obsèques. Que toutes les populations en tout cas s'impliquent véritablement, chacun ce qui me concerne, pour que nous puissions organiser vraiment dans l'honneur et dans la dignité des obsèques de feu le Premier ministre. Pour ce que je suis en train de voir à travers la ville, je pense que les populations seront à la hauteur de cette attente-là. Plusieurs autres rencontres sont prévues afin d'organiser des obsèques dignes à l'image de l'illustre disparu. L'actualité du retour à 7 h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Régis Kofi, pour ce premier point de l'actualité. Dans Matin Bonheur sur RTI 1, il a dit à 7 h, l'actualité sera encore de retour. Dans cette émission, nous allons maintenant vous proposer, bien sûr, du sport avec le fitness, le saut à la corde en compagnie du coach Diabaté. Et voilà, c'est une petite compétition entre les tout-petits en compagnie du coach Diabaté pour leur donner les rudiments de l'envie à faire toujours du sport pour se maintenir en santé aussi à cet âge. C'est très important. Alors, on passe à autre chose dans cette émission. Ce sera maintenant la partition de M. Renaud Kobia dans sa revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Antoine. Alors, laquelle revue de presse démarre avec les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. La nation lui rend hommage aujourd'hui. Bonjour à tous. C'est ce qu'indique l'expression en barrant à sa une. La nation entière pleure son digne fils. Ce mercredi matin se tiendra sur le parvis du palais présidentiel d'Abidjan-Plateau la cérémonie officielle d'hommage en présence du chef de l'État, des présidents et chefs de gouvernement étrangers qui ont fait le déplacement d'Abidjan. À noter qu'à partir de 16 h se tiendra au stade Alassane Ouattara de Bimpe l'hommage artistique avec près de 60 artistes nationaux et internationaux. Et pour l'occasion, Adama Bictogo, président du comité d'organisation, selon l'expression, sonne la mobilisation. Et toujours sur le même sujet, la nation va rendre un vibrant hommage au Premier ministre disparu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire ainsi que l'Afrique et le monde, à travers les différentes délégations qui ont effectué le déplacement, vont rendre hommage au chef du gouvernement ce matin au palais présidentiel du Plateau. Le confrère livre les grandes étapes de la cérémonie de ce jour et indique que le patriote, le RHDP et la classe politique célèbrent une fierté nationale. Et oui, elle s'y met. Toute la classe politique nationale pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui, et c'est le cas du PDCI-RDA, dont le président s'est rendu au domicile du chef du gouvernement hier. Henri Konan Bédié et son épouse, selon le Nouveau Réveil, sont allés dire Yako à la famille du Premier ministre et à en croire Maurice Kakou-Gikaoué, secrétaire exécutif en chef du parti septuagénaire qui est cité par le confrère. Le président Bédié a perdu un fils et il prendra sa part dans les funérailles. Et avant même l'arrivée de la dépouille du Premier ministre sur la terre de ses ancêtres à Séguéla, l'heure est à l'apaisement. Oui, la jeunesse du Ourodougou demande pardon au président de la République selon Le Matin. L'on se souvient qu'à l'annonce du décès du chef du gouvernement, les jeunes de Séguéla avaient manifesté spontanément dans la ville, détruisant au passage des biens de certaines populations. Eh bien, à en croire le confrère, tout est rentré dans l'ordre. Les filles et fils de Séguéla attendent désormais dans la ferveur la dépouille du Premier ministre qui sera transférée jeudi avant d'être inhumé dans la stricte intimité familiale. Et dans cette revue de presse, l'Inter fait des confidences sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui, et le confrère livre notamment le dernier message du chef du gouvernement à Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Autre élément que révèle le quotidien qui va au-delà de l'information, ce sont des détails sur ses rapports avec le chef de l'État Alassane Ouattara ou encore les confidences de sa mère adoptive et aussi celles d'un de ses amis d'enfance selon lequel on en demandait trop au Premier ministre. Et confidence pour confidence, celles qui arrivent sont faites par une personnalité internationale, M. Alpha Bari. Oui, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso revient sur un pan de la vie du Premier ministre lorsque celui-ci étudiait notamment au pays des hommes intègres. L'homme politique burkinabé, qui est un ami de longue date du Premier ministre Ahmed Bakayoko, indique notamment que celui-ci projetait d'amener ses enfants visiter la cour qu'il habitait pendant ses années estudiantines au pays des hommes intègres. Il revient aussi sur la fidélité dont a
toujours fait preuve, Ahmed Bakayoko, en amitié. Et on change de sujet. Législative du 6 mars dernier, chez nous en Côte d'Ivoire, la période de réclamation devant le Conseil constitutionnel s'est refermée hier. Oui, tout à fait. Il revient maintenant à la haute juridiction qu'est le Conseil constitutionnel de statuer sur les recours qui lui ont été adressés, de dire s'ils sont recevables ou non. Plus de précisions dans le quotidien d'Abidjan. Et on va refermer cette revue de presse avec cette prise de température du côté de Port-Boué. Oui, c'était chaud hier dans la commune de Port-Boué, et précisément aux abords du village de Mafiblé 2, où des jeunes s'en sont pris violemment aux ouvriers d'un chantier de construction immobilière. Ces violents affrontements, selon les témoins, ont fait de nombreux blessés. Donc, pour tout savoir sur les raisons de ces échauffourées, il faut lire Soir Info de ce jour. Merci beaucoup à Renaud pour bien sûr la revue de presse. On va inviter tout le monde à converger vers les kiosques à journaux. Oui, bien évidemment. Pour en acheter. On ne cessera jamais de le dire. Oui, il faut soutenir la presse écrite. Soutenir la presse écrite. Merci beaucoup à Renaud, que nous allons retrouver demain pour un autre point de l'actualité avec la revue de presse. Nous allons poursuivre cette émission et on l'a dit à l'entame même de ce matin bonheur que nous sommes dans cette même lancée d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et ce sont des réactions que vous allez avoir aussi dans cette émission. Sans plus tarder, on part avec ceci. Il a été un peur pour moi. J'avais des petits soucis. Il était là pour moi. Il m'a appelé. Il m'a dit, mon fils, ça va? J'ai dit, ça va. Il dit, tu sais c'est qui? J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, c'est moi, ton père, en bac. Il dit, hé, mon père. Il dit, oui. Il m'a dit, Sidiki, c'est les hommes qui font la prison. Il dit, Hassim, lève ta tête. Je ne te parle pas en tant que ministre, je te parle en tant que père. Moi, je suis fier de toi. Lève la tête, n'aie pas honte. Marche très haut. Dis-toi que ça va finir. Tout ce qui se passe dans la vie va passer un jour. Et dis-toi que je serai là à t'attendre à Abidjan, pied ferme. Comme ça, on va organiser des bonnes vacances à Assini. Ce que je retiens de lui, c'est qu'il était toujours prêt pour les autres. Point barre. Et il a été là pour les autres. Il a été là pour son pays. C'était quelqu'un de bien qui aimait la joie de vivre, qui aimait bien vivre, qui aimait travailler, mais qui aimait bien vivre. Il nous a appris aussi à être solidaires. Il nous a appris aussi à nous rassembler, à être ensemble, à être dans une même famille. Il était toujours dans la famille, dans la famille. C'est pour la Côte d'Ivoire qu'il est parti. On aura beaucoup de mal à trouver un deuxième Mbak. Quelqu'un qui sait danser comme lui, quelqu'un qui sait accueillir les artistes comme lui, quelqu'un qui est joyeux comme lui, quelqu'un qui est motivé dans son bureau, qui est un ministre, dans sa maison, qui est un père de famille, à Assini, qui est quelqu'un qui sait accueillir ses amis, on aura beaucoup de mal. On doit lui rendre un hommage digne, vraiment digne de lui, digne de Mbak, qui a tout fait pour que la Côte d'Ivoire soit le pays le plus doux du monde. Amere tarida, digiyare tarida. Ambahe tarida, digiya. Fantano jigi, falalo jigi, yesaya. Jigila saya lali. On pleure pour toi, Mbak. On pleure pour toi, Mbak.
Et voilà, sur ces notes d'hommage faites par Sidiki Diabaté, ce grand artiste du pays, voilà, du Grand Mali, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'hommage national organisé pour rendre vraiment toute sa stature et tout l'honneur qui lui revient au Premier ministre. Il y a une cascade d'artistes qui arrivent depuis maintenant quelques jours dans notre pays. C'est pour cette organisation qui va se dérouler au stade d'Ebimpe aujourd'hui même dans l'après-midi pour communier et pour célébrer l'homme, le grand homme que fut notre Premier ministre. Voilà. À la suite de Sidiki Diabaté, on a encore d'autres réactions de d'autres personnes dans divers domaines de la société. Celle qui arrive maintenant, c'est monsieur Zakari Baba Bassolé qui a tenu aussi à faire son témoignage et à rendre son hommage au Premier ministre. Je m'appelle Zakari Baba Bassolé, je suis journaliste, influenceur, ancien député et parlementaire. C'est pour ça que je parle devant le Palais du Peuple pour exprimer toute mon émotion lorsque j'ai appris, comme l'ensemble des Congolais, la mort du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est un ami de la République démocratique du Congo. Ahmed Bakayoko est un grand mécène qui a su promouvoir et apprécier à sa juste valeur la rumba congolaise. Ahmed Bakayoko est un ami de tous les jeunes de l'Afrique. Et avec cette disparition, la rumba congolaise vient de perdre un de ses fervents défenseurs. Ahmed Bakayoko, c'est pour cette jeunesse africaine un modèle de réussite, de courage et de détermination. Quelqu'un qui peut partir de rien, mais par l'autodidaxie, il a réussi à échelonner tous les jalons de la vie. Il ne lui restait que d'être président de la République. J'ai été honoré par Ahmed Bakayoko le 1er janvier 2021 de cette année à sa résidence. À l'occasion du Nouvel An, il m'a associé parmi les quelques trentaines de personnes pour partager un repas de Nouvel An. J'étais aussi parmi les quelques rares personnes à qui sa sécurité rapprochée avait autorisé de prendre une photo au souvenir. J'ai été choqué, alors choqué, d'apprendre sa mort brutale et brusque, nous laissant ainsi dans un émoi dont on ne sait pas exactement comment nous y prendre. Je dis donc Yako à son épouse Mama Yolande, à ses enfants, à ses proches, à tous les membres de sa famille, ainsi qu'à tout le peuple ivoirien pour la disparition très rapide de Ahmed Bakayoko et qui nous laisse l'impression d'un destin inachevé. Je ne dirai pas adieu Ahmed Bakayoko, je dirai au revoir, parce que c'est le chemin de tout le monde. Nous tous, nous sommes appelés un jour à mourir. Merci d'être mort dans le Seigneur. Merci d'avoir cru en Dieu. Nous aussi, nous restons croyants pour accepter cette décharge sur nous. Va en paix, cher ami. Va en paix, en bac. Merci. Voilà à l'instant Zakari Baba Bassolé, c'est un nom que l'on entend bien dans les grands crus de la musique congolaise. Donc, il fera certainement partie de cette délégation qui est déjà même en Côte d'Ivoire, forte délégation qui nous vient de la RDC aussi pour rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Ahmed Bakayoko. Et à côté bien, de cette forte délégation, il y en a d'autres encore qui sont déjà là, des artistes, des influenceurs pour bien, cette veillée artistique au stade de Bimpe, ce jusqu'au lendemain matin. Encore une fois, d'autres réactions dans cette émission donc, avant d'atteindre 7 heures. Des personnalités, des leaders de jeunesse s'expriment maintenant. Il a tout accompli dans sa vie. Et ça, c'est une grâce. Il était loyal, il était engagé.
c'est la fidélité de la fidélité. Et il adorait, si on peut le dire, le président de la République. C'est depuis toujours, il a aimé le président Alassane Ouattara. C'est quelqu'un qui avait un profond respect pour ses parents, pour ses interlocuteurs, pour ses amis et pour tout le monde en général. Nous apprécions aussi sa qualité de conciliation, sa qualité du sens de l'amitié, sa qualité surtout d'écoute. C'est quand vous écoutez que vous pouvez résoudre les problèmes. Et il en a pas mal résolu. Aujourd'hui, j'ai une grande pensée pour son épouse, Yolande. Tout le monde sait ce que c'est que perdre un époux. J'ai de la peine pour nous-mêmes, la famille du Yoruba. J'ai de la peine pour ses enfants. La douleur est immense et l'émotion est vive. Nos sincères condoléances au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la famille biologique de feu Ahmed Bakayoko et au RHDP, sa famille politique. C'est une situation difficile qui nous arrive parce que nous perdons 2 valeureux cadres en l'espace de 8 mois. C'est une situation, je dirais, terrible, mais il faut croire en l'avenir. Il faut que nous nous mettons en union de prière pour nos illustres défunts. Ahmed Bakayoko a toujours œuvré de son vivant pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire et l'entente entre les gens, les peuples de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko était un modèle de fidélité. Il était un modèle pour la jeunesse ivoirienne et africaine. Aujourd'hui, il s'en est allé. Je joins mes prières à celles de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à l'ensemble de la grande famille Bakayoko. Priez Dieu pour que son âme puisse se reposer en paix auprès de notre prophète Mohammed. Ahmed Bakayoko, c'est une success story à l'ivoirienne. C'est l'exemple qu'il pourrait laisser à la jeunesse ivoirienne. Quelqu'un qui s'est battu, qui a cru en lui, qui a eu la foi en sa propre capacité et qui s'est destiné un destin comme il a voulu. Je pense que c'est ça qu'il faudrait que nous, jeunes Ivoiriens, puissions retenir de Ahmed Bakayoko. Au-delà de son engagement politique, c'est aussi quelqu'un qui professionnellement a su travailler, a su construire quelque chose et il laisse quelque chose. Évidemment, je suis triste, mais au nom de tous les militants du RHDP, du Benelux, je voudrais encore une fois adresser mes condoléances les plus sincères et les plus attristées au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à l'ensemble de la grande famille Bakayoko et à toute la jeunesse ivoirienne en qui Ahmed Bakayoko, finalement, ils avaient pu retrouver un grand frère national. Nous pleurons ce grand homme de conviction loyal à la Côte d'Ivoire et loyal au président Alassane Ouattara. Nous, ses élèves, nous, ses enfants, nous regrettons le rappel à Dieu de ce grand homme généreux, l'ami de tous, l'ennemi de personne. Oui, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est un grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire. Nous demandons à toute la Côte d'Ivoire, aux jeunes, surtout au président Alassane Ouattara et à notre maman chérie Dominique Ouattara et tous les membres du gouvernement et tous les Ivoiriens d'être forts. D'être forts parce que notre parrain, notre patron, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est un homme fort et il est resté digne, il est resté fidèle et loyal au président et à la Côte d'Ivoire. Et donc, nous demandons aux Ivoiriens de rester dignes et de prier pour le repos de son âme. C'est un grand monsieur que Mme Dominique Ouattara paie. C'est un grand monsieur que le président Alassane paie. Toute la Côte d'Ivoire paie un grand monsieur. Un homme de dialogue, de réconciliation et de paix. Aujourd'hui, nous demandons aux Ivoiriens de laisser tout ce qui est comme palabre. La vie n'est rien. Mais nous nous remettons à Dieu, car c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui a le dernier mot.
Coup d'œil sur l'actualité internationale. Bienvenue. El Rassim Rohan a été nommé ce lundi par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il va remplacer le Tchadien Mohamed Saleh Anadif à la tête de la MINUSMA, cette importante force de la paix de l'ONU qui compte près de 14 500 hommes au Mali. Il peut tuer, mais aussi soigner. Le venin de scorpion est recherché en Égypte. Un laboratoire fait en ce moment des analyses pour établir les bienfaits du venin. Il aurait des effets antimicrobiens et anti-cancer. Son prix, plus de 6 000 € le gramme, soit 3 900 000 francs CFA. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a espéré pouvoir reprendre la campagne de vaccination avec le produit d'AstraZeneca jeudi, après un nouvel avis de l'Agence européenne du médicament, en voulant rassurer ceux qui ont déjà reçu une injection qu'ils ne sont pas en danger. Réaction. Dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague, caractérisée par des variants nombreux, qui, c'est en tout cas le cas du variant dit britannique, prend une place de plus en plus importante. Alors, quelle stratégie avez-vous demandé, Madame la Présidente, le gouvernement suit-il? L'Assemblée nationale la connaît bien. Je mettrai évidemment, au moment où je m'exprime, la vaccination au premier rang de cette stratégie, car nous savons que c'est la vaccination massive, même si elle doit être d'abord ciblée, comme nous le faisons en direction des personnes les plus vulnérables à la maladie, qui nous permettra d'en sortir. Coronavirus, toujours l'Italie qui vient de dépasser les 100 000 morts du Covid-19 a entamé un reconfinement partiel lundi. Les magasins non essentiels resteront fermés jusqu'au 6 avril et les habitants de la capitale italienne doivent rester chez eux, sauf pour raisons professionnelles, de santé ou pour des raisons d'absolue nécessité. L'Inde utilise souvent l'art et la mode pour pouvoir exprimer des malaises et s'armer contre les discriminations, qu'elles soient de genre, de religion ou d'ethnie. Une couturière indienne, féministe et écolo s'engage depuis des années. Sa marque, Chamar Studio, fait écho aux maroquiniers hindous. Les chamars, membres de la communauté dalit, ces fameux intouchables au plus bas dans la hiérarchie de caste hindoue. Leur nom, dérivé du sanskrit, signifie peau et a longtemps servi d'insulte en Inde. Une perte de sang-froid totale lors d'une conférence de presse ce mardi. Le Premier ministre de la Thaïlande a subitement aspergé les journalistes à l'aide de sprays hydroalcooliques. Chanosha était visiblement agacé par les questions que lui posaient les reporters présents. Une question l'a particulièrement vexé. Elle portait sur une liste de candidats potentiels pour occuper des postes vacants dans le cabinet du Premier ministre à la suite de l'arrestation de 3 ministres pour insurrection début mars. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Merci aussi à vous. Juste après, vous allez découvrir en notre compagnie la coach Priska Nsho. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission, deuxième temps fort que nous allons avoir donc à partir de 7 h, juste après le flash que vous avez eu en compagnie de Régis Kofi. Et nous sommes en compagnie de la coach Priska Nsho. Avec elle, c'est coaching donc pour maintenant, pour tout de suite même en compagnie de notre coach et les valeurs qui renforcent les liens au sein de la famille. On en parle maintenant. La famille en pole position sur le conducteur du mercredi. Aujourd'hui encore, nous allons nous en donner à 2 doses. La première en compagnie donc, de la coach Priska Nsho, spécialiste du bien-être. Et sur le sujet, ce sera les valeurs qui renforcent les liens au sein de la famille. On sait que la famille, c'est le lieu de transmission de toutes les valeurs, de construction même d'un individu. Mais cela se consolide par des valeurs. Mais quelles sont ces valeurs là à distiller pour pouvoir fonder la stature d'un individu accompli? Elle nous dira tout ceci maintenant. Bonjour coach, bienvenue. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors on va commencer avec déjà la définition même des valeurs. Qu'est-ce qu'on appelle valeur?
D'abord, il faut commencer par la famille. Par la famille, ok. On revient encore sur la définition de la famille. Allons-y donc. On va donner juste une définition toute simple. La famille, c'est la première unité, la première organisation qui constitue la stabilité, l'équilibre de tout être humain. Donc, toute personne va puiser sa force, va puiser son énergie, va puiser son caractère, va puiser sa mentalité, va puiser ses forces, ses énergies au sein de la famille. Donc, tout ce qui est basique chez une personne est venu de son cocon familial. Donc, moi, je pense que cette définition pourrait permettre à chacun de comprendre ce que c'est qu'une famille dans un premier temps. Et puis, une fois qu'on comprend que c'est dans la famille qu'on acquiert toutes les compétences de base qui nous permettent d'être des meilleures personnes dans notre vie, alors on peut aller maintenant parler des différentes valeurs qui sous-tendent la famille. Justement, assis donc sur cette définition de la famille, quelles sont les valeurs que l'on retrouve et que l'on devrait même retrouver pour pouvoir resserrer les liens et surtout se forger une personnalité? Moi, il y a plusieurs valeurs, mais il y a 3 valeurs que moi j'identifie et que j'essaie d'expérimenter personnellement et que je communique régulièrement. Il y a d'abord l'amour. Tout est basé sur l'amour. On crée une famille sur la base de l'amour. On se met ensemble sur la base de l'amour. Et ensemble, on fait des enfants sur la base de l'amour. Et donc, à travers cet amour-là, on pourrait permettre aux différents enfants ou même aux couples de pouvoir avoir une unité, une harmonie qui permet de transmettre les différentes valeurs de la famille d'abord et les valeurs sociales qui permettent de renforcer les liens, qui permettent de renforcer la personnalité et permettent à cette personne-là d'être une personne correcte, normale, qui respecte les normes, qui vit, qui est sociable et qui partage, qui donne, et qui respecte les lois de la société, etc., etc. Et donc, l'une des premières valeurs de la famille, c'est l'amour. L'autre valeur de la famille, c'est le respect. Donc, le respect des conjoints, un respect mutuel, qui eux aussi vont communiquer ce respect-là à leurs enfants. Et on a toujours dit ici, le respect, ce n'est pas forcément le lien hiérarchique parent-enfant. Ce n'est pas parce que vous êtes parent qu'il ne faut pas respecter les enfants. Un bébé qui vient de naître a la même dignité qu'un adulte que nous sommes. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est enfant qu'on peut le traiter comme on veut. On lui doit autant de respect qu'on souhaite que nous, on nous accorde ce respect-là. Et donc, ce respect-là, si on apprend à un enfant le respect, ce que c'est que le respect et comment est-ce qu'il faut respecter, et que l'enfant aussi qui apprend, pas par les paroles, mais par observation, donc il observe les parents, il se rend compte que les parents eux-mêmes se respectent entre eux, les parents respectent les autres à l'extérieur de la maison, donc eux aussi, ils vont copier naturellement le respect. Autre chose, en termes de valeur, il y a l'empathie. L'empathie, c'est la base, c'est même, comment je peux dire, l'une des bases dans la constitution cognitive de tout être humain. C'est sur la base de l'empathie que on peut être en colère, on peut nous avoir fait du mal et puis pardonner sans se venger. C'est sur la base de l'empathie qu'on apprend à soutenir les autres, on apprend à compatir, on apprend à être sensible à une situation et à développer des solutions pour aller aider, pour aller porter secours, etc., etc. Et donc, si dans une famille, il n'y a pas d'empathie, c'est la violence, c'est un cycle de violence qui se crée et l'enfant, en grandissant, non seulement les parents, la violence va créer des maladies, ils ne pourront pas se stabiliser, ils ne pourront pas être équilibrés pour travailler correctement dans leur vie personnelle. Ils ne sont pas équilibrés personnellement, ils ne sont pas équilibrés en vie de couple, ils ne sont pas équilibrés socialement. Donc, ils vont transmettre ce déséquilibre-là mental, psychologique, émotionnel aux enfants et c'est de là que viennent les troubles de comportement dans la société. Alors, peut-être que de manière plus large, vous l'auriez dit, la place de la confiance.
Si, la confiance vient également dans ces valeurs-là. Il faut apprendre à faire confiance à l'autre, mais tout part du respect, tout part de l'honnêteté, tout part de l'amour à la base. Parce que quand on a vraiment, on est convaincu que la personne en face nous aime et que nous aussi on aime la personne, je pense que la confiance s'installe naturellement. Quand on manque de confiance, c'est qu'on a des doutes, on soupçonne et que la personne n'a pas présenté suffisamment, comment je peux dire, des outils, n'a pas présenté suffisamment des éléments qui prouvent que son amour est vrai, que son amour est authentique. Alors on commence à soupçonner et à rentrer dans un autre cycle qui va créer le doute, qui va apporter le manque de confiance. Mais une fois qu'on est sûr que l'amour est là, la confiance va de soi, en principe. D'accord. Alors, toutes ces choses que vous venez de nous citer sont, pour ainsi dire, dans l'immatériel, mais il faut se les approprier d'une certaine manière. Oui. Et ici, on parle de renforcer les liens, donc on va se recentrer sur la famille qui constitue une sorte de unzasa de personnalité, avec chacun ses qualités, ses défauts, comment pouvoir les mettre en exergue véritablement pour créer des liens. D'accord. D'abord, la première chose pour créer des liens, je parlais de l'amour. Vous êtes en famille, il faut communiquer régulièrement. Il faut avoir des activités de famille, quelle que soit votre occupation professionnelle, quelle que soit, parce qu'on passe 80-95% de notre temps au travail. En tout cas, la majeure partie des parents, nous sommes tout le temps hors de nos maisons. Donc, comment on fait pour créer le lien familial qui existait avant? Avant, nos parents descendaient à midi et mangeaient. Donc, le papa, à midi, il est là. Donc, il a la possibilité d'observer, de scanner l'horizon pour voir le comportement des enfants et de pouvoir apporter des mesures correctives. Mais aujourd'hui, vous quittez la maison à 5 heures. Quand vous arrivez, il est 22h, 23h. Tous les enfants dorment. Et puis, vous n'avez pas vu... Et c'est tout le temps. Pendant la période de confinement l'année dernière, il y a des parents qui ont découvert la personnalité de leurs enfants qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Ils connaissaient juste papa, bonjour maman, on les dépose à l'école et puis c'est fini. Mais pendant le confinement, on a découvert qu'on avait des enfants compliqués, difficiles et que les filles de ménage souffraient. Et parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir des moments de renforcement et que nous, on appelle les moments de qualité. Par exemple, même si c'est 5 minutes dans la journée, ayez 5 minutes pour parler avec les enfants, parler avec eux, raconter des blagues, parler de votre journée, demander à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait et tout ça. On peut aussi organiser des sorties. Les enfants, il ne faut pas juste les cataloguer dans l'apprentissage, c'est-à-dire aller à l'école, le week-end, le répétiteur, l'après-midi, les activités, mais l'enfant doit avoir un moment de partage avec les parents, même les parents également. Donc, quand on parle de la famille, c'est la relation parent-enfant, mais c'est la relation aussi monsieur, madame du couple. Donc, c'est tout un cycle. Et il y a aussi la relation, l'équilibre qu'on tire de la grande famille également. Aujourd'hui, de plus en plus, on est nucléique, la petite famille, mais notre équilibre aussi vient du fait qu'on a de bonnes relations avec notre grande famille. Ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est bon d'avoir un lien harmonieux avec ses ascendants et un lien harmonieux avec ses descendants. En tout cas, merci de nous montrer comment cultiver ces valeurs-là au quotidien dans la famille, mais comment s'y prendre lorsqu'en face, on a des obstacles? Bon, les obstacles, il y en a toujours. Par exemple, si vous êtes en couple on a parlé de l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, forcément, il va y avoir des obstacles. Mais c'est un objectif. La famille, c'est un objectif. Quand on met en place une famille, il faut savoir que la première chose, c'est un objectif que vous fixez. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une famille et non un clan guerrier. Parce qu'on ne se met pas ensemble pour venir se battre, se frapper, s'insulter, se faire des méchancetés, battre les enfants, insulter les enfants. En tout cas, on ne crée pas une famille
famille pour venir faire ça. On crée une famille pour avoir un équilibre, pour être harmonieux. Donc, en famille, vraiment, c'est l'harmonie qui devrait primer. Et la dernière fois, je disais, si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez rien donner de bon aux enfants. Mais si votre objectif, c'est la famille, c'est l'harmonie au sein de votre famille, vous avez l'obligation de poser des actes, même quand vous n'êtes pas habitué. On ne vous a pas appris ça. Aujourd'hui, par exemple, c'est le 17 mars. Mon premier fils est né le 17 mars. Joyeux anniversaire. Je l'ai réveillé à 5 h aujourd'hui. J'ai prié pour lui, je lui ai dit « je t'aime ». C'est rare d'entendre un parent dire à son enfant « je t'aime ». C'est un complexe qui émane de quoi finalement? Parce que franchement, nos sociétés en sont vraiment complexées, même avec la relation parent-enfant dont vous parlez, mais même entre les couples, c'est vrai qu'il y a eu l'approche de la cour qui a été faite. Là, on faisait usage de tous les grands mots pour pouvoir convaincre, mais dès lors après, bon, ça disparaît du langage, du lexique. Qu'est-ce qui se passe avec ce complexe-là en particulier? C'est un cercle vicieux, en fait. D'accord. Quand on Comment parle, il s'installe? Il s'installe parce qu'on avait parlé de l'enfance. Vous savez, notre cerveau a sa façon de se développer de 0 à 3 ans, de 3 ans à 8 ans. Et donc, c'est la petite enfance qui installe ces compétences-là. Et l'empathie fait partie de ces compétences. Et donc, quand l'enfant est petit et qu'on l'a pouponné, c'est pour ça qu'on demande de pouponner les enfants, en fait, parce que ça entretient comment je peux dire ça, cet amour, cette façon, cette propension à faire du bien aux autres. Donc, on entretient ça et en grandissant, si vous apprenez aux enfants à dire « je t'aime »,« pardon »,« excuse-moi », quand il grandit, il le fait naturellement. « Ah, bonjour maman, excuse-moi, pardon ». Quand tu dis quelque chose, tu n'es pas content de l'enfant, naturellement te dit « ah, excuse-moi maman, pardon ». C'est des choses qu'on apprend quand on est tout petit. Et quand on grandit, ça nous reste. Il faut l'inscrire dans la base de données. Il faut l'inscrire dans notre base de données. Donc, de 0 à 8 ans, ce qu'on ne vous a pas programmé, quand vous voyez des hommes, c'est l'anniversaire des enfants, ils disent « moi, on n'a jamais chanté anniversaire pour moi. Moi, je connais ça. Moi, je ne connais pas. » Et puis, ils sont fous parce que dans la tête, dans son cerveau, ça n'a pas été programmé. Il n'a jamais appris. Voilà. Donc, on apprend, on se déprogramme, on se reprogramme pour être au goût du jour parce qu'on est dans un monde évolutif. Ça change. Si vous dites que à notre temps, c'était comme ça. À votre temps, il y avait un pantalon qu'on portait, qu'on ne porte plus. Pourquoi vous ne portez pas l'ancien pantalon? Pourquoi? Donc, c'est juste pour dire qu'il faut s'adapter au moment et il faut aussi donner. On a envie, en fait. On a envie. Tout le monde aime qu'on vienne à lui et qu'on lui dise « je t'aime ». Tout le monde aime ça. Tout le monde. Mais personne n'a cette force, ce courage-là. Ça devient finalement une gêne. D'aller vers. Mais il faut forcer, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher son nom, comme on le dit. La pire des choses qui puissent vous arriver, c'est qu'en disant à quelqu'un je t'aime, même à votre conjoint ou bien à votre enfant, la pire des choses qui puissent arriver, c'est qu'il vous rejette. C'est la pire des choses. Donc, vous savez ça, mais vous avez un besoin d'amour. Donc, allez dire à la personne je t'aime, tout simplement. Dites à vos enfants, bébé, je t'aime, maman veut ton bien, et dites des choses vraiment positives. Et des enfants aussi dites pardon à vos parents, je t'aime. Oui. Parce que c'est vrai, quand monsieur, madame, mais souvent aussi, il faut dire à maman, je t'aime, papa, je t'aime. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement avant de... Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, tous les troubles comportementaux sont liés au fait qu'en famille, on n'a pas appris à renforcer les liens. Oui. Et donc, il faut se fixer cet objectif-là de pouvoir renforcer nos liens par des petits gestes au quotidien, très simples, qui ne sont pas compliqués. Même une seule minute, parler aux enfants, dire « je vous aime », avoir une petite routine où vous vous retrouvez, c'est le plus important. Bien sûr. Merci infiniment, coach, pour toutes ces indications et orientations pour pouvoir vraiment serrer et resserrer les liens au sein de la famille. C'est toutes ces valeurs-là qui nous influencent à devenir des personnes accomplies et heureuses. Alors, parlons donc d'influence, celle qui arrive maintenant dans notre capsule qui porte le même nom. On va sûrement vous faire découvrir un autre pan de sa personnalité et vous emmener à avoir toujours le courage d'atteindre vos objectifs. C'est influent maintenant avec quelqu'un que vous allez découvrir et vous l'aimez déjà.
Et oui, aujourd'hui encore, on parlera famille avec un sujet très d'actualité, comment gérer un deuil au sein de la famille. On pourrait extrapoler, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est toute une nation qui est en deuil. Donc, chacun à son niveau va essayer de récolter quelques petites astuces pour pouvoir faire son deuil. Et on va recentrer sur une famille en particulier qui vit ce deuil-là de manière directe pour pouvoir s'en sortir. Tout ceci va passer par l'analyse très espiègle et la sagacité de monsieur Joe-Frédéric Zabi, docteur Joe-Frédéric Zabi, psychothérapeute, qui est toujours en notre compagnie. C'est avec grand plaisir on le reçoit à chaque fois. Bonjour, docteur. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci donc, infiniment. Alex l'a si bien dit, comment gérer un deuil dans la famille? Plusieurs axes que nous allons avoir ici, les différents contextes, la définition même et tout. Alors, on va d'abord commencer par ce que c'est qu'un deuil. Merci beaucoup. Avant de parler d'un deuil, je voulais présenter toutes mes condoléances à la Côte d'Ivoire entière, à la famille de notre Premier ministre, à tout le peuple ivoirien ainsi qu'à ses plus hautes autorités. Ceci dit, il faut savoir que le deuil, c'est un processus dans lequel quelqu'un qui a perdu un être cher, mais pas seulement un être cher, ça peut être un objet, ça peut être un conjoint, un partenaire, ça peut être un emploi, ça peut être un bien matériel, mais qui lui est cher. Quelqu'un le perd. Donc, face à cette perte qui semble être définitive, la personne va commencer à développer un petit jeu endocrinien au niveau de sa tête. Donc, si vous voulez, c'est un jeu intrapsychique qui se déroule. La personne va vivre un jeu endocrinien qui va avoir une incidence directe sur son comportement, ses relations avec ceux qui l'entourent et la société également. Donc, en quelques mots, on peut dire que le deuil, c'est ce processus-là que la personne traverse quand elle a perdu quelqu'un de cher, par exemple. D'accord. Là, on est dans une généralité. J'ai envie de disséquer un peu les choses parce que le deuil prend plusieurs connotations, plusieurs visages. On a le deuil dû à la perte d'un parent, dû à la perte d'un enfant, d'un cousin, et ça et là. En fonction de toutes ces multiplicités de deuil, comment se comporter finalement? En général, il faut déjà tout de suite aller à être entouré. Vous voyez, les sociétés africaines d'antan, quand quelqu'un perd un parent, par exemple, quel que soit le parent, ça peut être un conjoint, un frère, une mère, un père, un enfant, etc. Quand quelqu'un perd quelqu'un qui lui est cher, en général, la personne est entourée, au moins pendant un an. Au moins, la personne est entourée par des membres de la communauté, entourée par des membres de la famille, des gens qui ont déjà cette expérience-là de la douloureuse perte de quelqu'un. Donc, ces gens entourent la personne pour lui apporter qui un encadrement, qui un conseil, qui une oreille pour écouter, qui une orientation, etc. Donc, ce sont ces choses-là qu'on a en général comme comportement dès que le deuil se produit. Mais il faut savoir qu'il y a différentes étapes dans le deuil. Et donc, certainement, peut-être avec votre question, à vos questions, on pourra tout développer. Tout à fait. Bien sûr. On va donc commencer ces étapes-là et savoir même comment déjà annoncer un deuil. Wow, vous touchez là un point qui m'est très cher parce que aujourd'hui, avec l'évolution des NTIC, on voit que très souvent, les gens aggravent au problème des autres. Par exemple, en annonçant de façon très violente les situations de deuil. On a des annonces de décès sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. C'est trivial même des fois. Et les gens, ils n'ont aucune idée de ce que ça peut produire dans le cœur et dans la vie même de ceux qui sont proches des personnes décédées. Donc, si quelqu'un ici est en train de nous écouter, il faut que la personne se désabonne de cette façon de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez la personne qui annonce le décès de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ce n'est vraiment pas intéressant. Parce qu'une annonce brutale, ça peut entraîner même la mort de la personne à qui on annonce. Parce que je vous ai dit que le choc qui va se produire peut provoquer un jeu endocrinien. C'est-à-dire que ça peut provoquer la sécrétion de certaines hormones. Et ça peut provoquer également des réactions à la fois du cœur, du cerveau et de d'autres organes. La personne peut tomber dans un coma et en perdre la vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire avec si vous voulez, dans le jeu. Quand on était, par exemple, on se réclame d'être africain, mais on ne fait pas les choses comme en Afrique. En Afrique, dans les villages, pour annoncer un deuil, c'est tout un rituel. On délègue des gens qui vont dans le village. Il y a un cérémonial. Tout un cérémonial pour ménager la personne à qui on annonce le deuil. Ménager la personne. Parce que ceux qui faisaient ça, ils savaient que les liens qui lient le défunt au vivant peuvent être des liens très très forts.
Ça peut être des liens très forts, parce qu'il y a le lien non seulement l'habituation du cerveau à la personne, il y a le lien qui est lié, qui peut naître des affections qu'on peut développer, des liens de dépendance également peuvent naître. Donc, rompre tout ça, c'est vraiment chambouler la vie de la personne. Et donc, pour le faire, il faut le faire avec beaucoup de parcimonie et beaucoup d'égards. Beaucoup de tact. Souvent, on veut être la première personne à annoncer, à dire « oui, j'ai été là et tout », et pourtant, c'est une mauvaise manière de procéder. Absolument, absolument. Une très mauvaise façon de procéder. C'est une façon, je dirais, très, très égoïste de faire les choses, parce qu'on a envie d'être la première personne à annoncer, on ne pense qu'à soi. Oui. Mais ceux à qui on annonce, on ne pense pas à eux. On ne pense pas qu'on est en train de leur faire du mal. Donc, il faut vraiment rompre avec ces habitudes-là et faire les choses comme il se doit en matière de deuil. D'accord. Après l'indication qui vient d'être donnée, on espère que tout le monde prendra conscience du fait qu'annoncer un décès révèle d'une certaine technicité qu'il faudrait pouvoir incarner. Après l'annonce du décès, on a la réaction immédiate qui suit. Comment est gérée par l'entourage cette réaction? Il faut laisser aller dans tous les sens, ou bien il y a une attitude à avoir pour pouvoir quand même permettre aussi à l'autre de pouvoir espier? D'abord, il faut savoir que l'annonce du deuil produit, si vous voulez, nous amène directement à la première étape du deuil, qui est la période du choc. Quand le choc arrive, la personne est complètement désorientée. Elle est désorganisée parce que c'est un lien d'affection, un lien matériel, un lien cognitif qui se rompt. Donc la personne est totalement désorientée, désorganisée. En général, quand c'est comme ça, il faut laisser premièrement la personne extérioriser ses émotions. Parce qu'on a cette tendance malheureuse à dire aux gens « non, un garçon, il ne pleure pas, il faut avoir du courage, etc. » C'est une mauvaise façon de faire. Il faut laisser les gens extérioriser leur inner side, c'est-à-dire leur fort intérieur. Les émotions qui naissent ne doivent pas être reprimées. Ces émotions-là doivent éclore et s'extérioriser. Donc, dans l'extériorisation, c'est vrai, on ne peut pas laisser la personne aller, par exemple, à des actes de suicide ou alors à des actes qui peuvent l'emmener dans des accidents, etc. Donc, il faut encadrer la chose, mais ne pas empêcher les gens d'exprimer leurs émotions. Ça, c'est ce qu'on peut faire au premier niveau du deuil, qui est le choc. Passer le moment du choc, on arrive en général chez ces personnes-là à un moment de déni. Ce n'est pas vrai. Non, mais ce qui arrive là est inconcevable. Non, mais j'en crois pas mes yeux, j'en crois pas mes oreilles. En général, on est dans le déni. On ne veut pas reconnaître. Parce que le lien est trop fort. Et tout de suite, on a du mal à envisager notre vie sans la personne, sans par exemple le lien affectif qu'on a créé, sans le lien d'habituation qu'on a créé, sans également le lien tous les liens matériels qui nous lient à la personne. On a du mal à envisager notre vie comme ça. Donc on ne croit pas. Et là, en général, on commence à entrer directement dans la troisième phase, qui est la phase de la colère. On est en colère contre soi-même. On s'est dit, j'aurais pu faire quelque chose. Peut-être que si j'avais été là, il ne serait pas parti, elle ne serait pas partie, mon enfant ne serait pas parti. Peut-être que si j'avais posé tel ou tel acte, je n'aurais pas perdu tel bien, etc. Donc, cette colère-là, il faut également la laisser s'extérioriser. Et elle s'extériorise à travers des émotions et un jeu endocrinien également, développement massif, sécrétion massive d'adrénaline, flux important de cortisol, etc. Il faut laisser ces émotions-là s'extérioriser. Bien entendu, il faut les encadrer cette colère. Parce que cette colère-là s'accompagne en général de marchandage. Pourquoi la personne? Pourquoi lui? C'est totalement injuste. On a plusieurs émotions qui se succèdent. L'injustice, la colère, le déni, la culpabilité. Et toutes ces émotions, elles se succèdent. Elles font que la personne, comme elle a du mal à s'imaginer sans le défunt, elle perd confiance en elle-même. Elle perd confiance en elle-même, il y a des choses qu'elle se sent incapable désormais de faire. Ça fait qu'elle s'enferme sur elle-même et cette façon de faire l'emmène directement dans la tristesse. Tristesse qui peut s'aggraver et puis devenir une dépression. La personne peut commencer à développer des réactions qui vont se ressentir tout de suite dans son comportement. On peut assister à des troubles de comportement liés donc à cette immense tristesse qui envahit la personne. La personne qui s'est dit, mais c'est fichu pour moi, je ne peux plus m'en sortir. Ah ben là, tout est... Non, on ne peut plus rien faire et tout. Et donc, là encore, la personne a besoin d'être accompagnée.
Et c'est ce que faisaient nos communautés. Bien sûr, restons sur cet élément-là. Comment gérer ce traumatisme pour nous, pour les personnes qui sont à côté, qui sont autour de la personne qui souffre? Comment gérer ce traumatisme dans la pratique? Dans la pratique, c'est déjà de savoir que la personne a des droits. Oui. Droit à exprimer, comme je l'ai dit, ses émotions. Donc, ne pas l'empêcher d'exprimer ses émotions, juste l'encadrer. Il faut comprendre également que quand on doit accompagner quelqu'un qui est dans un deuil, il faut être une oreille qui écoute la personne plutôt qu'un cerveau qui réfléchit pour la personne. On n'a pas besoin en ce moment-là de conseils. Quel conseil on peut donner? J'ai perdu un être qui m'est cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire comme conseil? Non, il ne faut pas pleurer. C'est totalement improductif. On n'a pas besoin d'un cerveau pour réfléchir. On a juste besoin d'une oreille pour écouter. Je vais m'épancher. Je vais, par exemple, vous dire, mon frère, vous voyez la personne qui est partie, elle était ci pour moi, elle était ça pour moi, elle faisait ci pour moi, elle faisait ça. Votre rôle là, en ce moment-là, c'est d'acquiescer. Ah oui? Et poser des questions qui me fassent ressortir toujours mon fort intérieur, ressortir les choses, de sorte que je me vide. Vous voyez, quand vous prenez une bouteille qui est là, quand vous la pompez, vous la remplissez d'air, quand elle est pleine à craquer, quand elle est pleine à ras-bord, ce qui se produit, c'est l'explosion. Cette bouteille éclate. C'est pareil. Quand j'ai des émotions fortes qui veulent s'extérioriser et qu'on m'empêche de les extérioriser, je peux éclater. Et cet éclatement, par exemple, au niveau humain, ça va se voir, ça va se manifester par exemple, vous voyez quelqu'un qui parle seul dans la rue, qui gesticule seul dans la rue, parce qu'il est complètement perdu, il est dans une sorte d'isolement autistique, où il s'est créé un monde virtuel dans lequel il évolue et il vit massivement. Donc, il faut être là, je le répète, pour être une oreille attentive pour la personne. Ne jamais la laisser seule. N'est pas lui conseiller, par exemple, de prendre des médicaments pour dormir, etc. Ça peut se faire sous surveillance médicale. Donc, sous les conseils d'un technicien, par exemple un médecin psychiatre, mais jamais sous effet d'automédication où on lui dit non, il faut manger comme ça, il faut faire ceci et tout. Parce que très, très vite, dans les moments de deuil, quand on est dans la tristesse de cette façon-là, c'est à quoi on assiste en général, c'est des comportements, c'est des troubles, par exemple, obsessionnels, compulsifs. On a tendance à dépenser beaucoup d'argent, à faire beaucoup d'achats, à manger beaucoup, à faire les choses en excès. Donc, je le dis encore, accompagner la personne, ne jamais la laisser seule. C'est ce que nos parents font au village. Au village, pendant 1 an, il y a toujours quelqu'un avec la personne qui est en deuil. Toujours, où qu'elle aille, où qu'elle soit, elle est toujours accompagnée. Malheureusement, nous sommes dans un contexte mi-urbain, mi-villageois, et on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir. Ici, très souvent, les gens, premièrement, ils ne sont pas habitués totalement aux histoires de mort. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont jamais vu un cadavre de près en ville. Ils entendent parler de mort, tel est mort, on voit ça de loin, mais on n'a jamais... Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais expérimenté la mort de près. Ça fait que le jour où ça survient, ils sont complètement désorientés. Et donc, on est dans le contexte de la ville où les gens ne sont pas toujours... On n'a pas toujours quelqu'un pour nous accompagner. Dans ces contextes-là, il faut avoir recours à un spécialiste. À un spécialiste, ça peut être un médecin psychiatre, ça peut être un psychologue. Il faut avoir recours à un spécialiste. On néglige ces choses, on ne les fait pas, mais on oublie que ça nous suit. Parce que comme je suis en train de le dire, le deuil, c'est un jeu qui se passe à l'intérieur de notre psychisme. C'est un jeu qui se déroule non seulement au niveau cognitif, mais également au niveau émotionnel. Et ça produit des conséquences sur notre comportement. Donc, il faut faire le lien. Toujours le lien et comprendre que si je suis dans un mal-être intérieur, ma vie extérieure ne peut pas m'emmener à mon meilleur niveau. Donc, pour que je sois à mon meilleur niveau, il faut que ma vie intérieure soit équilibrée. Quand on a compris ça, on va se faire consulter par un spécialiste, quel que soit le prix à payer. Alors, docteur, là, vous venez de nous donner plusieurs process de gestion du deuil. Quand on sait que sous nos cieux, et vous avez bien évoqué ici l'influence des traditions, le mythe même de la parole est vraiment très prédominant. On sait que quand quelqu'un perd un être cher, à la limite, on lui interdit d'ouvrir la parole, de se taire, et Dieu seul sait pourquoi. Alors, avec ces influences-là, ces pesanteurs, comment véritablement arriver à exprimer son deuil et à passer à autre chose? Il faut déjà savoir qu'il n'y a pas une méthode de gestion du deuil.
c'est fonction en fait de la personnalité de chacun, premièrement. C'est fonction également du lien affectif avec la personne, deuxièmement. C'est fonction du lien d'habituation, du lien matériel établi avec la personne. C'est fonction de tous ces paramètres-là. Donc, quand on en tient compte, on se dit, on va laisser la personne gérer son deuil comme elle peut, comme elle doit le faire. Donc, privilégier les méthodes internes à la personne. Ne pas lui indiquer forcément nos méthodes à nous. Parce que ça, c'est nous qui le ferions. Donc, si la personne... je vois bien de quoi vous parliez. Par exemple, nous, dans notre village, quand quelqu'un perd un parent très proche, notamment quand quelqu'un est veuf ou veuve, on lui met une feuille dans la bouche pour l'empêcher. Il ne parle pas pendant tout le temps que le cadavre, que le corps n'est pas encore mis en terre. Donc, en général, c'est pour les gens... C'est des rituels qui ont leur signification dans le contexte. Leur signification dans le contexte, on se dit, il ne faut pas que la personne se laisse aller facilement comme ça. Et leur impact dans le psychisme, dans la réalité du vivant. Oui. Parce qu'on survit à quelqu'un. Absolument. Et si vous voulez, à chaque méthode, ses bons côtés et ses mauvais côtés. Ça, je peux dire que c'est une tare qui est liée à la pratique dans nos traditions, aux pratiques dans nos traditions. Et donc, c'est des choses qu'on doit pouvoir corriger. Si quelqu'un a envie de s'extérioriser, de parler pendant le moment où même le corps est encore là, il faut laisser la personne le faire. Si la personne choisit de s'enfermer, il faut laisser également la personne s'enfermer en veillant à ce que elle ne soit pas dans des conditions où elle peut attenter à sa propre vie, etc. Donc, déjà, c'est de comprendre que chacun a sa méthode de gestion de son deuil. Et chacun a son temps de gestion de son deuil. Donc, passer le moment de la tristesse, par exemple, on va rentrer dans une autre phase qui est la phase de la résignation. On peut se dire, bon, OK, les dés sont pipés, tout est déjà fait, la personne est partie. Bon, je constate que, malheureusement, elle ne peut plus revenir. Il y a des choses que je fais avec elle. Une impuissance face à la réalité. Donc, on se résigne. Et le processus de résignation, si vous voulez, amorce ici le développement de la personne. Parce que, si vous voulez, c'est un peu comme une vague. Quand il y a le choc, après le choc, il y a le déni. Après le déni, il y a la colère. La colère amène directement à la tristesse. On commence à rentrer dans le creux de la vague. Et donc, la tristesse se trouve dans le creux de la vague. Après, on remonte légèrement la pente par la résignation. Et cette résignation, elle va se faire en général après la mise en bière, la mise en terre de la personne et les mois les semaines qui sont consécutives à l'enterrement en général. Donc, cette résignation, quand elle survient, elle prépare en même temps l'acceptation de ce que maintenant, il faut qu'on envisage de faire notre vie comme on le faisait avant. Alors, docteur Frédéric Zabi, après cette étape de mise en bière, d'inhumation et tout, quel serait l'accompagnement pour cette personne en deuil? Toujours accompagner la personne, toujours être avec la personne. Être présent. Être présent. Qui doit être présent finalement dans un monde où l'inquisition, l'indiscrétion est devenue monnaie courante? Qui doit finalement être dans l'intimité comme ça de la personne qui souffre? Les premières personnes qui doivent se sentir vraiment concernées par le deuil qui frappe un être, c'est la famille, c'est les membres de la famille. Déjà, il faut qu'on arrive à distraire de notre temps. Distraire de notre temps, de nos occupations, qu'on se dise, la personne, notre sœur, notre frère qui est frappé par un deuil, il a besoin de nous. C'est maintenant plus que jamais que la personne a besoin de nous. Donc, je peux passer un soir chez lui, chez elle, un week-end, échanger avec la personne, papoter, ne serait-ce que ça, lui faire changer d'idée, l'emmener à sortir un peu, etc. Cet accompagnement-là, on doit pouvoir retrouver ça dans le premier cercle, c'est-à-dire le cercle familial, le cercle des amis. Ensuite, on peut aller dans des groupes de parole, par exemple, organisés sous la surveillance de spécialistes comme les psychologues, les médecins psychiatres, etc. Donc, il faut voir qu'il y a le premier cercle familial, ensuite le cercle social et puis les cercles de spécialité. Voilà. Alors, docteur, c'est vrai que vous avez plus ou moins évoqué cela, vous avez parlé même du suicide et tout. Une mauvaise gestion du deuil, les conséquences, d'autres conséquences, il y en a encore, avant même qu'on en arrive à cette situation-là. Déjà, je l'ai dit, les premières conséquences commencent à se produire sur la personne elle-même. Oui. Baisse de l'estime de soi. Alors que l'estime de soi, c'est le carburant de notre vie. Vous voyez, si quelqu'un manque d'estime, quelqu'un manque de confiance en elle-même, il y a beaucoup de choses que la personne ne peut plus faire. Donc, la première chose, c'est déjà ça. La deuxième chose, c'est toutes les maladies qui peuvent, si vous voulez, survenir
à la suite du jeu d'hormones qui se déroule en elle. Par exemple, la sécrétion d'adrénaline, la sécrétion de cortisol, etc. Ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires, ça peut entraîner, par exemple, des maladies au niveau gastrique, ça peut entraîner beaucoup de maladies, des troubles du sommeil, la dépression, etc. Donc, déjà, la personne elle-même, elle est encline au développement de ces maladies-là. Troisièmement, c'est le développement de troubles du comportement qui vont faire que la personne sera plus ou moins associable. Parce qu'à certains niveaux, par exemple, du deuil, comme la colère, on a tendance à développer des réactions de colère et donc des réactions agressives envers les gens qui nous entourent. Et quand vous êtes gratuitement agressif, gratuitement en griffe, hein, parce que vous avez bien des raisons, mais les gens, ils vont vous trouver gratuitement agressif avec eux, donc ils auront tendance à s'éloigner de vous. Et donc, vos relations avec la société vont commencer à se distendre. Et donc là, c'est une troisième catégorie de conséquences au niveau de la personne. Donc, catégorie au niveau personnel, des problèmes au niveau personnel. Ensuite, au niveau même de la communauté et de la société. Ça peut poursuivre la personne même jusque dans le travail. On peut commencer à développer une incapacité à faire des choses qu'on a l'habitude de faire. On peut désormais prendre du temps pour terminer, par exemple, un petit travail qu'on pouvait terminer en un temps très record. Il y a beaucoup de choses. Ça peut influencer notre vie intime même. Oui. Quelqu'un qui développe, qui est dans un deuil, peut développer concomitamment des troubles, par exemple, au niveau de sa sexualité. C'est possible, en fonction de tout ce qu'elle développe comme lien, qu'elle développait comme lien avec la personne qui est partie. Et on va y revenir hein, pour pouvoir donner les solutions à nos téléspectateurs, parce que insidieusement, tout le monde est touché par un deuil, tout le monde est amené à être touché par un deuil, parce que bon, tout le monde va partir un jour. Alors, on part maintenant pour quelques réactions de nos téléspectateurs qu'on a pu rencontrer, surtout au micro de Pascaline Kwame, qui nous explique ici comment ils ont vécu le deuil d'un proche. C'était en 2008, la mort de mon père. Ça m'a beaucoup affecté. Mais du coup, bon, j'essaie de surmonter ça à ma manière, mais ça a été lent. Sur une année comme ça, il m'a fallu une année vraiment pour que je puisse digérer le départ de mon père. L'année 2016, j'ai reçu un coup de fil très tôt le matin, me disant que j'avais perdu mon père. Et ça a été vraiment un coup de foudre pour moi. Et en ce moment, j'étais presque sans un sou. Vraiment, c'était dur. Et jusqu'à présent, je le pleure toujours parce que ce n'est pas facile. J'avais perdu mon père adoptif. En tout cas, quand j'avais appris la nouvelle, sincèrement, je ne m'attendais pas si tôt comme ça. Et vraiment, en tout cas, ça m'a fait mal, ça m'a choqué. En tout cas, ça m'a fait mal. Et directement, je suis partie au village pour voir vraiment si c'est réel, quoi. Et puis, effectivement, c'était réel. Donc, ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Puis après, j'ai confié le reste au Seigneur, que c'est lui seul qui a la réponse. Moi, à mon niveau, j'ai été d'abord élevé par ma grand-mère maternelle à Galois. Et quand on m'a annoncé son décès, là, franchement, je ne sais pas si j'étais sur terre ou au ciel. Ça m'a beaucoup marqué. En ce moment, j'étais en classe de la terminale d'ailleurs. Ça m'a vraiment fait mal. Donc, à tel enseigne que par moment, je pense à elle. Jusqu'à présent, je pense beaucoup à elle. Elle était comme une mère à moi, une mère pour moi. Vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent, quoi, franchement. Mais chaque fois, quand la date de son décès arrive, chez nous, les Dula, j'essaie de faire une petite cérémonie pour elle, quoi. Quand j'ai perdu ma mère en 1986, j'étais en classe de terminale. Ils sont passés par le censorat et c'est le censeur qui a envoyé l'éducateur m'appeler, dire que vraiment, vous êtes un grand garçon en classe de terminale, c'est très fort. Nous avons reçu un télégramme, vous allez partir au village. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Après plusieurs détours, le censeur est obligé de me dire votre mère est décédée. Alors, nous allons vous libérer. Partez, vous avez 3 jours. Partez. Alors, c'était très fort.
Et c'est le censeur, mon professeur qui était à côté de moi et l'éducateur qui m'ont accompagné jusqu'à la maison. Ils m'ont donné beaucoup de conseils. Que la vie est ainsi faite, vous avez fait, il y a la philosophie, vous savez que c'est la mort. La mort est brusque. Prenez votre courage et allez-y. Et quand je suis arrivé au village aussi, il y a eu le réconfort des proches et d'autres parents et surtout des religieux. La mort est un phénomène naturel, mais c'est lorsque c'est brusque que ça se surprend. Tout le monde est appelé à mourir. Donc quand on perd un parent, un proche, c'est dur, mais il faut se maîtriser. Il faut se maîtriser et surtout se confier à Dieu. Voilà, comme dirait quelqu'un, on peut tout arranger sauf la mort, et la mort fait toujours mal. On le comprend aisément à travers ses réactions. Rapidement, avant de terminer ces échanges, il nous reste juste une minute avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce micro-trottoir, tout en indiquant aussi la durée de deuil? Le deuil, si vous voulez, c'est un passage, vous l'avez déjà dit, hein, c'est un passage obligé pour chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous est appelé à perdre un parent ou à partir et à rendre des gens aussi malheureux et tout ça dans le deuil. Donc, on a tous besoin d'apprendre à gérer le deuil. Je l'ai dit, la durée du deuil, les normes internationales indiquent que cela peut se faire autour de 1 an pour les adultes, c'est-à-dire 12 mois pour les adultes. Mais il faut savoir que c'est une norme indicative. Hein. Oui. Voilà, elle est fonction, vraiment, la durée du deuil est fonction des individus et de tout ce que ces individus avaient comme histoire avec la personne ou avec l'objet ou l'être qui est parti. Donc, il y a des gens qui peuvent prendre 10 ans pour faire un deuil. Il y a des gens qui peuvent prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comme on l'a vu dans le micro-trottoir. Tout comme, il faut savoir que ça se fait différemment au niveau des enfants. Les enfants, eux, ils ont une durée un peu plus raccourcie de la période de deuil. Les enfants, ils font très rapidement, ils passent rapidement à autre chose parce que leur cerveau n'a pas eu le temps de s'habituer beaucoup à certaines choses, de s'attacher à ces choses-là. Donc, les enfants, autour de 6 mois, en général, ils ont pu faire un deuil. Mais il faut retenir qu'il faut toujours accompagner la personne. Il faut retenir également qu'il faut apprendre aux gens à gérer leurs émotions. C'est là qu'intervient l'aide des techniciens et non pas à réprimer leurs émotions. Il faut savoir que dans le fait d'apporter son soutien à la personne, il faut intégrer la personne, par exemple, à des groupes de parole, l'emmener à consulter des spécialistes, l'emmener, par exemple, à développer ses moyens propres de résilience et non pas des moyens que nous lui prêtons. Très bien. Ouais. Merci en tout cas, docteur Frédéric Zabi, pour toutes ces informations concernant la gestion du deuil. Le maître mot restera l'accompagnement qui se décline sous plusieurs formes familiales avec des spécialistes et ne pas oublier aussi le spirituel. Hélas, nous sommes dans une période de deuil. Nous avons essayé d'apporter quelques éléments à chacun d'entre nous pour pouvoir vraiment faire face à la douleur qui nous étreint. Aujourd'hui encore, ces quelques personnalités ont décidé de rendre hommage à notre Premier ministre disparu qui nous laisse dans la tristesse et dans les mois. Aujourd'hui, nous vous diffusons là maintenant cet élément avec quelques réactions encore. Salut à tous, salut à toutes. J'espère que ce message vous trouvera dans les meilleures conditions, vous et vos familles, malgré le fait que c'est une période compliqué, triste pour beaucoup par rapport à la disparition de celui qui était un papa, un oncle, un grand frère, un frère pour beaucoup d'Ivoiriens, M. Ahmed Bakayoko. Quand quelqu'un disparaît, forcément, ça laisse de la tristesse. C'est le sentiment de tristesse qui domine d'abord. Mais je fais ce témoignage juste pour rappeler que au-delà de la tristesse, les gens, dans leurs souvenirs, nous laissent aussi des lumières. Et c'est à ces lumières-là qu'il faut aussi s'accrocher pour continuer à célébrer leur vie, même après leur mort. Je voulais juste dire ma gratitude à M. Ahmed Bakayoko par rapport à cette petite anecdote. J'étais installé à Abidjan avec ma femme et mes enfants depuis déjà quelques mois. Je suis allé une fois dans un restaurant où il y avait un orchestre congolais, déjà un orchestre congolais. Quand on disait que c'était un mélomane congolais, mieux que le congolais, c'était vrai. Ça, c'était Ahmed Bakayoko. Et il avait remarqué que j'étais là et il m'avait fait saluer.
il avait envoyé l'un de ses émissaires, quelqu'un de sa délégation, pour me demander si tout allait bien, si j'avais besoin de rien. J'ai dit que j'avais besoin de rien et que tout allait bien. Je l'ai remercié, mais je me suis dit, par respect, parce que voilà, je suis un jeune Africain et qui respecte beaucoup ce genre de valeurs, je m'étais levé pour aller le saluer parce que je ne savais pas qu'il était là. Et je suis allé et je lui ai dit, ça me fait très plaisir que tu aies eu cette attention pour moi, pour savoir si j'allais bien. Et il m'a dit, c'est normal, j'ai appris que tu habitais en Côte d'Ivoire, tu es très discret, on ne t'entend pas. Je voulais juste me soucier de savoir si tout allait bien pour toi, s'il n'y a rien qui te posait problème, si tout allait bien. Et je lui ai dit non, pour l'instant, grand, tout va bien. Et je suis très honoré par ta bienveillance. Je lui ai dit, le seul truc, c'est que des fois, je suis amené à voyager. Et c'est vrai que comme on est nouveau dans le pays, le fait de laisser mon épouse, mes enfants, sans ma présence, des fois, ça peut m'inquiéter. J'ai conscience, mais ça peut m'inquiéter. Il m'avait dit, tu sais, toi, tu es comme notre enfant, notre petit frère. Ici, tu es chez toi et ta famille y est chez elle. Donc, en ta présence ou en ton absence, sache que nous sommes là. Nous veillons sur eux, nous veillons sur vous, nous veillons sur toi. C'était ces mots. Et, je vais pas mentir, ça m'avait beaucoup touché. J'ai pris ça comme une grande preuve de respect. Il m'a dit qu'il faisait ça par rapport à l'accomplissement qui avait été le mien et celui de la contribution de mon père à la culture ivoirienne. J'avais trouvé que c'était un grand marque de respect, une gratitude incroyable, d'une gentillesse certaine et d'une hospitalité grande. Quand on dit que c'était l'ami des artistes, je pense vraiment que c'était l'ami des artistes. Mais là, j'étais pas venu moi juste en concert, j'étais venu m'installer. Donc voilà, ces mots avaient de la résonance et par rapport à ça, j'ai toujours gardé de la sympathie et beaucoup de bienveillance pour ce monsieur. Sa disparition m'affecte beaucoup, comme beaucoup d'Ivoiriens sont affectés au moment où je parle, beaucoup d'Ivoiriennes qui sont attristées. Donc voilà, que Dieu lui fasse la terre légère, que son souvenir reste par rapport aux lumières et à la bienveillance qui a été la sienne par rapport à beaucoup d'entre nous. Et voilà, je pense à sa famille et à la douleur qu'ils sont en train de traverser. Je tiens à leur rappeler, en tout cas par mon petit témoignage, qu'il était la lumière de beaucoup de gens. Moi, en tout cas, il a été ma lumière quand je me suis installé en Côte d'Ivoire. Par rapport à sa bienveillance spontanée, je ne le connaissais pas, il l'a fait de manière spontanée. Et ça, je ne l'oublierai pas, ça porte ma mémoire. Donc il sera dans nos prières et dans celles de ma famille par rapport à sa disparition et on pense encore très très fort à sa famille. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Amen. Merci à Youssoufa, artiste, chanteur et fils de Taboulé Rochero, à toute la Côte d'Ivoire, et bien parler de ses peines, et bien c'est aussi ce consoler, cérémonie, journée d'hommage même à suivre sur RTI 1 aujourd'hui. Merci à vous, merci Alix. Merci. On va se dire au revoir et à demain. Merci à tous nos invités également. Et effectivement, on se dit au revoir, mais on reste mobilisés et surtout dans la sobriété et dans l'union de prière. Au revoir, à demain.